Bienvenue dans le podcast de Not Panic. On en arrive à notre 4e épisode et dernier de ce volet sur les soft skills et les designers. Toujours en compagnie de Marc, Frédéric et Quentin, nous allons aujourd'hui nous intéresser à la formation, la manière de monter en compétence sur ces soft skills. Comment devons-nous faire? Comment pouvons-nous faire? Est-ce que le distanciel, le e-learning est une possibilité? Quels seraient les modèles, les ingénieries pédagogiques à bénéficier? C'est très important que vous puissiez avoir ce regard-là pour choisir et sélectionner les formations vers lesquelles vous allez pouvoir vous orienter pour monter en compétence dans vos soft skills. Je vous souhaite une belle écoute et on se retrouvera très bientôt pour une nouvelle série de podcasts. Pour terminer, en fait, j'ai une question à vous poser à tous les deux. Vous travaillez dans vous effectuez des formations qui sont très axées sur la prise de parole, sur le leadership, donc plutôt communication, leadership par rapport à toutes les thématiques, Marc, les 6 thématiques que tu as pu mettre en avant. Quand on regarde les 12, le top 12 qui est sorti de ce baromètre, on voit certaines soft skills dans lesquelles j'ai pas forcément vu de formation qui s'axait là-dessus. Par exemple, je connais pas une formation à la curiosité, je connais pas une formation à l'ouverture à la nouveauté, une formation au respect ou à l'autonomie. Enfin, ça peut exister encore, mais voilà, il y a certaines soft skills et je voulais votre attention parmi ces 12 sur lesquels on essaie de les mettre en avant, mais comment on se positionne par rapport à ça selon vous? Qu'est-ce qui est nécessaire d'amener pour que des personnes puissent se dire « Ok, il faut que je vois comment je peux travailler ça, surtout. » Je veux dire, je vois comment je peux progresser, comme disait Frédéric, je me vois dans 2 ans prendre du plaisir avec cette soft skill qui est vraiment une soft skill que je peux utiliser au quotidien, quoi. Alors, plusieurs choses. Déjà, ça, avant, les soft skills, on les appelait le savoir-être. Mmh. C'est-à-dire, je vais identifier le savoir-être. Ce que fait Frédéric dans ses recrutements. Mais moi, c'est ce que je faisais aussi dans les années 2000. Je disais à mes associés, attendez les gars, faites focus savoir-être. De toute façon, ils ont le même diplôme, ils ont les mêmes expériences. L'idée, c'est le savoir-être. Qu'est-ce qui les fait lever demain, quoi? Mmh. Pourquoi ils auraient envie de venir dans notre agence? C'est ça qui est intéressant. Voilà. Et alors après, dans le savoir-être, effectivement, il y a des soft skills qui sont innées ou acquises, hein. Innées, Mmh. c'est là où ça rejoint les forces, parce que c'est naturel. Donc on a besoin de se forcer pour, les exercer et puis on est même, assez talentueux et même aujourd'hui, on parle des mad skills. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ce terme, hein. Les mad Non. skills, ce sont les soft skills qui, vous êtes tellement fort là-dedans que vous devenez, Superman dans cette soft skill. D'accord? Mmh. Alors moi j'appelle ça du talent, quoi. C'est-à-dire, alors là on rejoint des choses qui sont assez uniques, singulières chez la personne. Il y en a pas beaucoup, hein. Ouais, Ou alors c'est peut-être un terme un peu américain, un peu histoire, ils adorent marketer leur, segmenter les choses. voilà. Mais effectivement, il y a des soft skills comme la politesse. Et ben, une formation à la politesse, peut-être en demandant à la baronne de Rothschild, de qu'il y ait une formation. Mais au travail, je veux dire, quelqu'un de poli, on n'est pas là pour le former à la politesse. On lui demande un minimum de politesse, surtout s'il est en front de client et cetera. Je veux dire, heu, ça a dû être acquis dans son voilà, et Mmh. le respect, eh bien, c'est quoi le respect? En fait, c'est respecter le cadre qu'on lui fixe au travail. Le cadre de travail, c'est simple, hein, c'est la vision, les objectifs, le règlement intérieur, les valeurs de l'entreprise, tout ça construit le cadre d'autonomie. C'est là où il doit être autonome, hein, Mmh. mais aussi qu'il doit respecter. Et parmi ce cadre, il y a le respect des autres. Enfin, je veux dire, mais alors voilà, le respect des autres, c'est quoi? Et c'est là où ça devient subtil, hein. Mmh. Eh bien, et c'est un message important, les soft skills sont interreliés. C'est-à-dire que pour respecter les autres, il faut avoir de l'empathie, de l'écoute pour comprendre les personnes. Donc le respect se travaille en travaillant d'autres soft skills. Voilà, Mmh. par exemple. Donc, effectivement, on ne peut pas attaquer frontalement le respect, mais on peut l'attaquer, améliorer certaines autres soft skills pour gagner, pour se dire: «Ah donc lui, il est différent de moi, il a le droit d'avoir des idées différentes de moi». Elles sont respectables ces idées.
et donc ils sont confortables. Et voilà. D'accord. Effectivement, les UX research ou tous les UX généralement, ils ont une forme d'empathie assez développée. Et leur parler d'écoute active, bah, ça semble presque naturel chez eux. C'est-à-dire, ils vont aller chercher naturellement, écouter l'utilisateur sans jugement. C'est-à-dire, ah oui, d'accord, lui, il comprend ça comme ça, il prend ça comme ça. Et effectivement, c'est une soft skill essentielle pour l'UX, mais il n'est pas UX par hasard, hein. Mmh. C'est qu'il souvent, il a ce genre de soft skill naturel chez lui. Et je répète, hein, les soft skills naturels chez soi, ce sont des forces et on adore les utiliser. Mmh. Et donc, c'est ça qui est important. OK. Merci Marc et bah, du coup Frédéric, je te laissais prendre la parole et un peu conclure là-dessus aussi. Comment, selon toi, actionner des choses qui du coup enfin, est-ce qu'il y a des mad men qui sont ultra forts sur des soft skills un peu plus précises comme le respect, et puis on va avoir le Dalai Lama du coup qui va faire une formation sur le respect, ou enfin, comment on actionne ça selon toi? Je vais repartir du baromètre. Donc, dans le top 12, le numéro 1, c'est l'écoute active. Mmh. Ok, donc pour les UX, comme tu disais, Marc, c'est essentiel. Et donc, moi, j'ai bu du petit lait quand j'ai vu écoute active. Ah, top. Ok, donc ça fait un petit moment que je réfléchis à comment est-ce que je peux former, pardon. Comment est-ce que je peux former des gens qui n'ont pas une écoute active très développée, donc à améliorer leur écoute active et donc à me pour aussi. Ça peut arriver parce que tout le monde n'a pas une formation du designer à la base ou n'a pas le caractère pour ça. On peut très bien avoir des PM ou des dirigeants qui se retrouvent à travailler avec des UX ou avoir besoin de développer ce soft skill à un moment donné. Et donc, comment on fait? Comment on fait? Et c'est pas facile parce que d'une part, c'est pas évident d'évaluer le résultat. Hein. Il faut, quand on donne une formation, idéalement, il faudrait pouvoir dire avant la formation, j'étais à peu près à tel niveau, et après la formation, j'étais à peu près à tel niveau. Mmh. L'argent était bien investi, le temps était bien investi. Ok. Donc, Vous avez un outil formidable, hein, les UX, hein. C'est quand même l'interview utilisateur, hein, voilà. pour exercer l'écoute active. Ouais. Donc, il y a cette question d'évaluation, déjà. Donc, celle-là, il y a des techniques hein, pour évaluer. Ensuite, il y a et comment on fait? Donc, pour l'instant, au point où j'en suis, je me rends compte que bon, il y a des petites choses un peu techniques qu'on peut faire passer en information, etc. Mais il y a beaucoup de pratiques et quelque part, ça relève un peu du coaching parce que c'est beaucoup lié pour progresser à la personnalité de chaque apprenant. Donc, c'est un peu du sur-mesure et quelque part, un peu du haut niveau, quoi. Ouais. Et c'est possible. Donc, moi, j'adorerais développer une formation qui s'appelle améliorer son écoute active. Voilà, c'est Mmh. dans mon top de liste, il y a celle-là. Ouais. Et ce qui est génial sur cette notion, elle a été théorisée depuis de nombreuses années en psychologie, psychologie sociale, psychologie clinique, et ça c'est extrêmement intéressant d'avoir de la matière forte. Et je pense que c'est possible. Pour info, de temps en temps, j'interviens en fac et en école. La semaine dernière, j'étais avec Léonard de Vinci, où il y a des hackathons inter-écoles. Il y a des gens qui viennent d'écoles de commerce, écoles d'ingénieurs, etc. Et donc, pendant une semaine, il y a un projet qui est orienté soft skills. Le projet, il fait en sorte qu'il y a ça met une petite tension, en fait, dans les équipes de gens qui se connaissent pas au départ. Et, on donne des outils soft skills tout le long du hackathon. Et à la fin, on fait un débriefing d'une bonne heure avec chaque équipe pour voir qu'est-ce que vous avez appris. Et là, on a des citations qui sont super. On a une fille qui se positionne naturellement un peu comme leader, qui nous dit bah, qu'est-ce que j'ai appris pendant cette semaine? J'ai appris à faire confiance à mon équipe. C'est top. Mmh. Ou un autre qui nous dit, donc, vous savez, dans les phases de constitution d'équipe, il y a souvent un moment où ça coince un petit peu, on appelle ça la phase de storming. Et il y en a un qui nous dit, bah voilà, moi j'avais jamais vécu de phase de storming, là je l'ai vécu, donc je sais comment ça se passe, je sais, et du coup je sais comment réagir, Mmh. m'énerver.
Voilà, donc c'est en créant des situations pratiques et concrètes qu'on peut arriver à développer, à accélérer en fait finalement Mm. son développement des soft skills, parce que naturellement finalement on les développe quand même un petit peu, quoi. Mais là on accélère avec Mm. des prises de conscience et du coaching et des outils C'est, là, il vraiment faut expérimenter. Mm. dire que ouais, quand je fais des formations et puis qu'on aborde la problématique de l'assertivité, hein, qui est un élément essentiel et que peu de personnes maîtrisent et pourtant c'est essentiel dans son activité, je fais des jeux de rôle. C'est-à-dire que je me mets en Mm. situation de personnes très demandeuses et l'autre, elle doit défendre son besoin, défendre sa position. Et j'incite, hein, elle s'aperçoit que elle craque, quoi. Je dis: «Ah mais non, attends, il y a que toi qui peux le faire. Tu es tellement, à chaque fois que je te demande, tu me fais des trucs aux petits oignons et cetera». L'autre jour, j'ai demandé à Paul, oui, il me l'a fait, mais c'est tellement moins bien, quoi. Il y a que toi qui peux me le faire. Ouais, mais tu comprends et je lui dis, hein: «Il faut tenir, hein». Mm. Et donc et c'est vrai que les soft skills, comme tu dis, ça s'expérimente, ça se vit, en fait, ça s'incarne. Mm. Alors, je sais pas ce qu'en pensez vous, mais moi j'aimerais bien avoir votre avis. Je vois, on me contacte parce que voilà, on a lancé une plateforme, e-learning, e-formation autour des soft skills, qu'est-ce que vous en pensez? Mais je me dis: «OK, en apport théorique, mais on a les soft skills, c'est avec les autres». Mm. Et je dis: «Mais une machine, bon, mais si jamais derrière il y a pas de l'expérimentation, il y a pas du frottement avec les autres, bah, je sais pas comment ils vont les développer. Ils vont peut-être avoir de la connaissance, mais pas du tout du développement». Mmh. Mm. Ah, pour avoir ouais, j'ai créé un module assez détaillé comme ça aussi alors, sur la prise de parole en public, mais vraiment un truc assez spécifique. Et au final, l'usage du e-learning, il est très très bien à partir du moment où dans les 2-3 premiers contenus, la personne a confiance en ce que tu vas lui proposer et a une sorte de dévouement en disant si on me fait faire un exercice, je vais le réaliser. Et à partir de ce moment-là, si ça c'est acquis, bah en fait, c'est comme vous êtes en train de l'expliquer, hein, c'est des apprentissages qui doivent avoir lieu à l'extérieur. Et donc ces plateformes-là, elles sont bien parce qu'elles donnent un rythme, elles donnent des étapes à suivre, mais globalement, on arrive très rapidement sur des mises en pratique où c'est, bah, sortez, allez voir votre boucher et puis parlez-lui 5 minutes de quelque chose que vous avez découvert dans un livre, dans une série, dans n'importe quoi, pour voilà, challenger en fait cette prise de parole, par exemple, dans ce cas-là. Mais on est obligé de passer sur de la mise en pratique, et c'est là où c'est très... ça peut être très dommageable, et comme tu dis Marc, c'est quelque chose sur lequel on peut avoir des difficultés à le faire à distance, c'est qu'il faut un cadre bienveillant. Et en vous écoutant tous les deux, vous faites ces formations-là, et vous offrez ce cadre de bienveillance dans lequel on est dans une sécurité, que ce soit là, Frédéric, tu nous parlais dans des écoles avec différentes typologies de public, ou alors dans des formations avec des professionnels, et Marc, vraiment de la même chose, c'est ce cadre-là qui est nécessaire pour que les gens puissent se dire je vais crash tester, mais j'ai un parachute. Et globalement, je vais pas me faire mal. Et si je commence à me faire mal, je vais avoir une personne qui va pouvoir en discuter avec moi, avec lequel je vais pouvoir lui donner mes émotions que je suis en train de vivre, et il va pouvoir me faire prendre conscience du pourquoi, du comment je suis dans une douleur, un doute, quelque chose comme ça. Et après, je vais aller tester par moi-même. Donc c'est un peu la difficulté du e-learning, c'est qu'on t'oblige tout de suite à aller tester par toi-même, ou alors d'être face à toi-même, quoi. Et du coup, est-ce que la marche est pas trop haute pour la personne? Parce que du Mm. coup, quand il vit son e-learning, il dit: «Ouais, mais il m'a proposé ça, mais c'est au-delà de mes capacités». Et donc Mm. c'est toujours et c'est ça qui est bien en live, c'est qu'on arrive à aller dans une juste mesure. Ouais. Tu ne peux pas faire ça, donc est-ce que ça, ce serait plus jouable? Est-ce que c'est plus écologique pour toi? Mm. Ouais, là, ça, par contre, je peux y aller. Voilà, Ouais. Mais c'est un challenge, je pense, qui est extrêmement important parce que, comme vous le disiez tous les deux, Marc, Frédéric, tu le spécifiais encore, on est sur du coaching vraiment interpersonnel, enfin, enfin, vraiment sur un apprenant et individuel, et c'est très important. Mais ça coûte de l'argent, ça coûte cher. C'est quelque chose qui, malheureusement, n'est pas abordable pour tous. Donc, il y a ces deux volets-là, il faut faire
comme ça, clairement. Mais à côté, comment on se dit que des personnes qui n'ont pas les moyens, qui n'ont pas l'argent, qui ont aussi intérêt à monter en compétences et au moins en perception de ce manque de soft skills qui leur est crucial. Voilà, c'est ces deux enjeux et je pense qu'on en reparlera très prochainement parce que c'est un peu l'intention aussi de notre planning de livrer ces premiers steps qui sont importants et de manière totalement gratuite et ouverte. Donc ça peut être intéressant qu'on réfléchisse, alors que ce soit sur l'écoute active ou alors sur un aspect plutôt prise de parole. Quels seraient ces mini-scénarios sur lesquels on peut se dire ok, ils vont le faire, ils sont en confiance, il n'y a pas de risque. C'est la première étape. Je propose on en reparle très bientôt parce que là je vous ai pris encore un peu plus de temps. Donc c'était déjà top de vous avoir parmi nous, mais je vais pas vous bloquer toute la matinée. Ce podcast est une production de Donut Panic, réalisée par Pierre Minelli, Quentin Ledoux, montée par Ariella Randriamassi. Retrouvez-nous sur donutpanic.fr pour plus de ressources et plus de formations. Vous pouvez aussi nous rejoindre sur le Discord de Donut Panic, un lieu d'échange et de partage totalement libre.